Je pense que Jacques Chevalier est quelqu'un qui n'a pas besoin de présentation. Je ne sais pas pourquoi, ça m'a donné une idée un peu drôle. Jacques Chevalier, pour nous, en droit et en sciences politiques, c'est comme Freud pour la psychologie. C'est-à-dire, ne pas connaître Jacques Chevalier dans notre milieu, c'est un psychologue qui ne connaît pas Freud. Donc, je ne sais pas comment l'introduire aux jeunes étudiants qui sont là, mais juste pour vous dire, c'est professeur émérite de l'Université Panthéon-Assas, spécialiste de droit administratif, de la question de l'État, aussi sociologue, puisqu'il nous racontait justement qu'il a suivi les premiers cours donnés par Bourdieu quand il est rentré de sa recherche en Algérie. Donc il a fait une formation en sociologie également. Jacques a publié un certain nombre de livres qui ont été traduits et qui sont déjà réédités en plusieurs éditions. Vous donnez par exemple L'État de droit, qui est un classique de notre domaine et qui a été étudié par les étudiants en faculté de droit et même à Sciences Po. Et en 2010, je ne sais pas s'il y a une nouvelle édition, il était déjà dans la 5e édition. Il y a d'autres. L'État postmoderne, qui est un autre classique de notre domaine, aussi plusieurs éditions. Sciences administratives, les services publics, enfin, et récemment, plusieurs ouvrages, plusieurs titres. Je suis vraiment extrêmement sensible de t'avoir ici, tu as accepté de venir dans nos journées. Jacques a travaillé et s'est intéressé sur la question de l'exception. Et justement, c'est ça qu'aujourd'hui, on va lui demander de nous parler sur ces questions extrêmement complexes entre État, droit et exception. Donc, vous avez votre temps, 45 minutes. Jacques, je vous remercie. Bien, je dois dire d'abord que je suis heureux de revenir une fois de plus à Toulouse. Je suis venu un nombre incalculable de fois. Mais alors, curieusement, je ne suis jamais venu au Mirail. Je fréquentais beaucoup les contours de la place du Capitole, c'est-à-dire la faculté de droit et l'IEP, mais pas le Mirail. Donc je suis tout à fait ravi d'être ici et de découvrir le Mirail grâce au métro, que je ne connaissais pas non plus d'ailleurs. Qu'on apprend toujours et c'est très bien. Voilà. Donc je suis très heureux d'être ici, dans cette salle notamment qui est superbe, dans cette maison de la recherche qui est tout aussi superbe. Alors mon intervention sera quand même un peu décalée par rapport au thème de cette journée d'études. Certes, c'est toujours des menaces qui pèsent sur l'état de droit qui sera question. Ces menaces sont multiples, je ne les évoquerai pas toutes. Le colloque d'ailleurs évoquera plusieurs de ces menaces. Ce sera également du thème de l'exception dont il sera question, mais j'aborderai cette question sous l'angle d'une réflexion plus générale sur la montée dans nos pays, dans nos démocraties contemporaines, de la thématique de la sécurité. Et avec la question posée, l'état de droit ne serait-il pas en train de se transformer sous cette pression de la sécurité en état sécuritaire? État dans lequel l'exception tendrait sinon à devenir la règle, du moins à se banaliser. On sait que sa problématique d'ailleurs est chère à Charles Agamben, pour ne pas le citer. Voilà. Donc c'est cette menace-là que j'évoquerai ici en présence de nombreux spécialistes de thèmes de la sécurité. Christian Boana, Jérôme Ferré, bien évidemment. Alors je précise aussi que j'ai traité ce thème dans une étude pour les mélanges en l'honneur de François Host. Ces mélanges lui seront remis dans maintenant peu de temps, dans 3 semaines. Voilà, Vanda a pensé que cette présentation pouvait être utile pour ouvrir le travail de ces journées d'études, puisqu'il y en a 2. Voilà, alors, commençons. Je dirais, la sécurité est au principe même de l'institution de l'État. La fonction première de l'État, c'est de préserver l'existence du corps social, assurer la protection des biens et des personnes contre les menaces de toute nature. Et cette vision-là, on le sait, est au cœur de
théorie du contrat social, quelque représentation qu'on s'en fasse, que ce soit Hobbes, Locke ou Rousseau, c'est toujours l'idée que l'état de nature ne saurait apporter aux hommes la sécurité. L'exigence de sécurité sera donc la raison même de la fondation de l'État, la finalité profonde de son institution, justifiant donc la concentration entre les mains de l'État de l'ensemble des moyens de coercition, conditions de la paix sociale. Et donc les fonctions primordiales que l'État sera amené à assurer, découleront directement de cette idée de sécurité, parce qu'elles sont préposées d'une manière ou d'une autre au maintien de la sécurité collective sous toutes ses dimensions. Armée, police, justice relèveront de cette sphère des attributions dites régaliennes, le terme est effectivement important, qui sont donc au principe même de l'institution étatique. Sécurité, État, sécurité, au fondement même de l'institution d'État. La construction du système de l'état de droit, apparemment s'inscrit dans le droit fil de cette vision, puisqu'elle vise essentiellement à renforcer un autre type de sécurité, la sécurité juridique. Mais attention, cette sécurité juridique est cette fois-ci rapportée au principe d'organisation de l'État lui-même, et dans les deux sens, formel et substantiel. Entendu au sens formel, le fait que les organes de l'État ne pourront agir qu'en vertu d'une habilitation juridique, au sens formel, l'exercice du pouvoir devenant une compétence encadrée par le droit, vous le savez. Prévenir donc l'arbitraire possible des gouvernants, l'arbitraire toujours possible des gouvernants. Entendu au sens matériel ou substantiel, l'état de droit va supposer que le droit soit conforme à un certain nombre de principes ou de valeurs qui vont servir à protéger les droits et libertés. Le transit par le droit est donc conçu comme un vecteur essentiel de sécurisation des situations individuelles et des rapports sociaux. Et donc, vu sous cet angle-là, l'état de droit, effectivement, constitue, au premier abord, une déclinaison supplémentaire du principe de sécurité sur lequel l'État moderne s'est construit. Donc, complétant cette vision sécuritaire. Vision qui serait cependant trop simple, à mon sens. L'état de droit constitue en effet une facette tout à fait spécifique du principe de sécurité, puisque là, il s'agit d'encadrer, de limiter la puissance de l'État par le canal du droit. Et donc la sécurité n'est plus ici, sous cet angle de l'État de droit, n'est plus ici pour l'État un principe d'action, mais une contrainte. Une contrainte pesant sur l'exercice de ses missions. C'est-à-dire la sécurité dont l'État est garant est tenue de se déployer en respectant un certain nombre de déterminations juridiques. Et donc là, voilà. Et là, arrivé à ce point-là, on voit effectivement un problème. C'est qu'une tension latente existe entre ces deux aspects. Une tension d'ailleurs qui renvoie à la dialectique bien connue entre la liberté et la sécurité. C'est-à-dire que la sécurité, que j'évoquais au départ, comporte un certain nombre d'exigences propres qui sont susceptibles de contredire, voire même de subvertir, les principes même de l'état de droit. Et donc on sera en présence d'une relation complexe et dans une certaine mesure dialectique. L'équilibre entre état de droit et sécurité est un équilibre précaire, variable selon le contexte politique. Et on sait bien que l'idée de sécurité sera souvent mise en avant pour justifier des entorses à l'état de droit dans les périodes de guerre, de conflits armés, voire de tensions intérieures, voire par exemple la répression des communistes aux États-Unis pendant la guerre froide, le Security Programme en illustration emblématique. Alors, cette tension a toujours existé. Cependant, tout ça, c'est sur ça que je vais m'arrêter maintenant, tout ça, c'est comme si cet équilibre variable était en voie de redéfinition dans nos sociétés, peut-être en train d'évoluer, de connaître une inflexion durable. L'apparition de ce qu'on pourrait appeler un État sécuritaire faisant primer la sécurité policière sur la sécurité juridique, suivant la formule utilisée par François Gros. Évidemment, du même coup, ça fait peser un redoutable défi par rapport à la conception classique de l'État de droit.
Je verrai ça donc en 3 points, en montrant tout d'abord comment l'émergence de ce que j'appellerais une raison sécuritaire, j'irai assez vite sur le voilà parce que les choses sont connues, il y a d'excellents spécialistes dans cette salle qui pourraient compléter mes propos. L'émergence des raisons sécuritaires va conduire non seulement au développement d'un droit d'exception, justifié apparemment pour faire face à ces menaces extrêmement graves qui pèsent maintenant sur la sécurité publique, mais encore et plus profondément un infléchissement de la rationalité juridique, c'est ce que j'évoquerai dans un 3e point. Je vais essayer de m'en tenir strictement dans le laps du temps imparti. Alors, émergence d'une raison sécuritaire. Cette conception de la sécurité qui prévaut dans nos sociétés libérales repose sur des fondations plus anciennes. Et là, je vous renvoie pleinement aux travaux de Michel Foucault, et notamment son fameux cours « Sécurité, territoire, population », cours au Collège de France, paru en 2004, et aussi Naissance de la géopolitique, et qui Michel Foucault a montré en effet qu'une économie générale du pouvoir, dominée par l'idée de sécurité, a émergé à la fin du XVIIIe siècle. Je vous rappelle les théories de Foucault que vous connaissez. La souveraineté jusqu'alors s'exerçait sur un peuple de sujets, dans les limites d'un territoire, et par la discipline sur les corps. Et Foucault dit qu'il s'agit à ce moment-là de gérer désormais une population en recourant à des dispositifs de protection, de contrôle, de régulation, destinés à minimiser les risques liés au milieu. Et Foucault dit que ces tendances ont tendance à s'élargir constamment, à s'étendre à tous les aspects de l'existence individuelle et collective. Et Foucault insiste fortement dans ses 2 cours sur le fait que la sécurité ainsi conçue, c'est, je le cite, l'envers et la condition même du libéralisme. Il fait cette relation tout à fait essentielle. Les dispositifs sécuritaires seraient de ce qu'il appelle la gouvernementalité libérale, je reprends le terme de Foucault, serait la contrepartie et le contrepoids des libertés pour Foucault dans cette perspective. Donc, ce que j'appelle les raisons sécuritaires relève tout à fait effectivement de cette perspective, mais perspective, il faut à mon sens aller plus loin et prolonger cette analyse de Foucault parce qu'effectivement cet impératif de sécurité tente à prendre une portée nouvelle. Pourquoi ? Eh bien parce que l'insécurité est désormais considérée comme un problème essentiel qui est mis au premier rang des préoccupations collectives. Et du même coup, la logique qui sous-tend le fonctionnement et l'organisation de l'État tend inévitablement à s'en trouver modifiée. Société d'insécurité. Allons vite sur ce point, il y a beaucoup de travaux, je vais aller vite, il y a beaucoup de choses à dire bien sûr. L'idée, je reprends l'analyse de Ulrich Beck, bien connue, la société contemporaine est une société du risque, marquée du sceau de l'insécurité. Il y a toute une série de menaces nouvelles liées au développement des sciences et des techniques, au développement des flux transfrontières. Beck parle de cosmopolitisation des risques, n'insistons pas sur ce point, tout cela c'est bien connu. Sentiment latent d'insécurité qui prend une force nouvelle à partir du moment où ce sentiment se cristallise sur les atteintes aux personnes et aux biens, qui touchent donc la fondation même de l'ordre social. Augmentation de la délinquance, qui est une donnée générale, évolution des formes de la délinquance, apparition de nouvelles formes de délinquance, cybercriminalité, bandes organisées liées au trafic de drogue, économie souterraine. Je n'insiste pas sur tous ces points, on pourrait être très long, mais ce n'est pas le centre du colloque. Au-delà de ce constat objectif, au-delà de ce constat, c'est la sensibilité sociale à ces actes, et donc le sentiment subjectif d'insécurité, puissamment entretenu par les médias, on le sait bien, qui a augmenté les comportements violents, voire les simples incivilités, actes de transgression de l'ordre social au quotidien, tout ça est devenu intolérable. Donc les peurs collectives tendant à se cristalliser sur certains espaces considérés comme dangereux, sur des populations à risque, voilà, allons vite sur ce point-là. Sentiment d'insécurité, fiché au cœur du social, évidemment considérablement renforcé dès l'instant où s'est cristallisée la menace d'attentats terroristes, puisque ces attentats
si je vais toujours très vite, ayant pour objectif de susciter, par leur caractère aveugle, indiscriminé, un climat de terreur parmi la population. Et c'est vrai que les attentats du 11 septembre 2001 ont constitué un tournant, et un tournant durable par rapport à ce que je suis en train de dire. Le fait que la menace terroriste est latente, omniprésente, chacun craignant d'être un jour pris pour cible, donc créant un état d'anxiété collective permanente. Donc, société d'insécurité. Ce contexte d'insécurité générant donc une demande toujours plus insistante de protection adressée à l'État. L'État étant amené, au nom de la sécurité, à étendre sans cesse ses responsabilités. Donc, figure de l'État sécuritaire. Figure de l'État sécuritaire qui implique d'abord une conception extensive de l'ordre public. Le fait que la sécurité est devenue partout une des priorités de l'agenda politique, engendrant le recentrage des politiques de lutte contre la délinquance autour des mêmes idées forces, des mêmes techniques. Je n'insiste pas sur tous ces points qui sont encore une fois bien connus, et avec un mouvement de rapprochement politique de la tolérance zéro, cette fameuse police de proximité avec ses vicissitudes en France, les techniques de vidéosurveillance, etc. Tout ça, c'est bien connu, une conception extensive de l'ordre public. La lutte contre la menace terroriste ayant conduit, plus précisément encore, à redessiner cette figure de l'État sécuritaire. Traduit par quoi? D'abord, le renforcement des services qui en sont chargés. Services dont l'autonomie s'accroît, au prix d'ailleurs d'une série de tensions et de rivalités bien connues entre les services chargés de la lutte contre le terrorisme, ou des problèmes incessants de coordination en ce qui concerne sa lutte contre le terrorisme. Renforcement des services, se doublant d'une conception élargie d'une sécurité en intégrant aspects internes et externes, les frontières entre maintien de l'ordre interne et défense tendant à s'estomper, et tendant à s'estomper, on sait que le vocable de guerre contre le terrorisme a été une des étapes très très importantes dans ce laminage des frontières traditionnelles entre défense interne et défense interne, développée par la responsable politique en France et aux États-Unis après 2001. Donc les responsabilités de l'État sécuritaire recouvrant d'ailleurs un très large spectre désormais, donc allant au-delà de la lutte contre les incivilités, la lutte contre le terrorisme. La logique de la sécurité, d'ailleurs, allant au-delà de l'ordre public, puisque l'État va être amené à mettre sur pied toute une série de dispositifs destinés à faire face aux risques de toute nature, santé, alimentation, environnement, donc une conception élargie, extensive de la sécurité. Conception extensive ayant évidemment des incidents sur la configuration de l'État, entraînant le déplacement des équilibres de pouvoir, renforcement du poids de l'exécutif, diminution du rôle du Parlement, contribuant à accroître la marge d'autonomie dont disposent les services en marge de la sécurité, et surtout le fait que l'État va voir ses actions dotées d'un bien fondé de principes. Le ressort de la peur, notamment en ce qui concerne le terrorisme, tendant à renforcer le consensus autour des gouvernants. Voilà ce que je voulais dire brièvement sur l'État sécuritaire, donc comportant une dynamique propre de développement. Et justement, c'est cette dynamique de développement qui risque fort de contredire certaines exigences de l'État de droit, le développement de ce droit d'exception, dont on va parler tout au long de ces 2 jours, étant une des premières illustrations de cette conception extensive. Ce sera donc mon second point. Développement d'un droit d'exception. La raison sécuritaire va en effet pousser à apporter 2 types d'exceptions au système de l'état de droit. D'une part, mise à l'écart temporaire de certains principes juridiques en vue de surmonter des situations de crise grave. On en parlera, je crois qu'il y a une intervention, je crois que c'est Laure qui va parler de l'état d'urgence en France et ailleurs, il me semble. On en reparlera tout à l'heure. Et d'autre part, application, cette fois-ci durable, de règles juridiques dérogatoires. C'est un autre type d'exceptionnalité. Règles juridiques dérogatoires pour faire face, cette fois-ci, à des périls permanents. Donc c'est plus uniquement des périls temporaires, mais aussi des périls permanents. 2 variantes du droit d'exception, à mon sens. 2 variantes qui
peuvent être successives, mais peuvent être aussi combinées, conjuguées, et je vais vous le montrer dans un instant, compte tenu des formes, de l'évolution des formes d'insécurité dans nos sociétés. Évoquons donc successivement ces deux types d'exceptions. Tout d'abord, les mesures d'exception. L'idée donc selon laquelle, dans certaines circonstances exceptionnelles, il est nécessaire de permettre aux gouvernants de s'affranchir du cadre juridique normal. Idée qui n'est pas nouvelle, qui remonte à la République romaine. Il y a toute une série d'études qui l'ont bien montré, je n'y insiste pas. Une idée qui a traversé les siècles et les régimes, idée qui paraît inhérente à la préservation de l'ordre politique. Ouvrant un débat récurrent dans la pensée politique, savoir si cet état d'exception doit être considéré comme en dehors de l'état de droit, soustrait à l'état de droit, relevant donc d'une rationalité purement politique, ou si cet état d'exception reste marqué par l'empreinte du droit et encadré par lui, dans une sorte d'entre-deux entre droit et politique. D'où le problème bien connu et posé régulièrement par la philosophie politique, notamment, de la compatibilité de l'état d'exception et de l'état de droit. Et on sait qu'il y a deux thèses en présence. Pour les uns, l'état de droit ne pourrait être suspendu sans que soient mis en péril ses fondements. Pour les autres, certaines de ces prescriptions pourraient être mises provisoirement entre parenthèses, à condition que soient préservés ses fondements essentiels. Donc, dans cette seconde thèse, l'exception apparaît comme une limite de l'état de droit, certes, mais inscrite dans les fondements même de l'état de droit. Donc les deux thèses, hors état de droit ou inscrites dans la logique de l'état de droit. Et on s'explique du même coup, mais ça je n'ai pas le temps de le montrer, il faudrait faire une analyse comparative très précise, que les dispositifs d'exception ont été parfois prévus et organisés par les constitutions sous des appellations diverses, parfois non. Et ces dispositifs d'exception, sous des appellations extrêmement diverses, existent partout. La seule question étant de savoir si c'est compatible ou non avec l'état de droit. Utilisé dans des circonstances extrêmement variées, en cas de guerre, de crise, de catastrophe, période de forte tension sociale et politique. Donc, dans tous les cas, justifié par l'existence d'une situation exceptionnelle, mettant en péril la survie de l'État. L'entorse à l'état de droit étant plus ou moins forte suivant les règles qui vont commander le déclenchement, le déroulement et la fin du processus. Tout le problème étant, est-ce qu'il est encadré et correctement encadré? Donc ces régimes d'exception, ils existent depuis très longtemps. Je vous renvoie à toutes ces analyses bien connues, celle de Carl Schmitt, allemand, sur la compatibilité entre état d'exception et état de droit. Pour Carl Schmitt, il y aurait une incompatibilité radicale entre état de droit et état d'exception. Alors ces régimes d'exception existent depuis longtemps, mais dans le contexte sécuritaire que j'évoquais, ils acquièrent une portée nouvelle. Ils figurent dans la panoplie des moyens d'action à la disposition de l'État. Et dans ce contexte-là, le recours à ce droit d'exception, à ces mesures d'exception, tend à se banaliser. Précisons que le terrorisme n'est pas le seul moteur de cette évolution. La préservation de l'ordre public peut parfaitement justifier le recours temporaire à un régime d'exception. Alors en France, on l'a bien vu. Je rappelle que la loi sur l'état d'urgence date de 1955, en relation avec les événements d'Algérie. Donnant aux autorités de police, je renvoie à la thèse remarquable d'Arlette Eman sur les libertés publiques et la guerre d'Algérie, donnant aux autorités de police des pouvoirs accrus pour limiter l'exercice des libertés publiques en relation avec l'Algérie. En 1985, pour faire face aux troubles en Nouvelle-Calédonie, et plus encore en novembre 2005, pour faire face aux troubles dans les banlieues. Ce n'est pas de terrorisme dont il était question, et pourtant on a mis en œuvre l'état d'urgence, au moins ces trois occasions. Et donc voilà, dans tous les pays, ces pouvoirs de crise, ces mesures d'exception vont être utilisées dans des contextes variés, mais à chaque fois que l'ordre public paraît d'une certaine manière mis en cause. Alors bien sûr, l'impact du terrorisme a été sensible. Relevons quand même que les actions terroristes n'ont pas au départ été combattues par des mesures d'exception. On
on l'a bien vu, les premières lois en France, je vais y revenir, en 1986, bon, ce n'étaient pas des mesures d'exception. Mais c'est les formes nouvelles prises par le terrorisme depuis les attentats du 11 septembre ont conduit les pays à recourir à ces mesures d'exception. Alors c'est bien sûr aux États-Unis le trop fameux Patriot Act du 26 octobre 2001, donnant, je vais revenir, des pouvoirs d'exception au président et un pouvoir impressionnant au président et aux services de sécurité. Et de même en France, après les attentats de novembre 2015, le recours à la loi de 1955 par l'instauration de l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire. Alors théoriquement, c'était pour faire face à des mesures temporaires, permettant là à faire face à des attentats d'une exceptionnelle gravité. Mais ces dispositifs ont vu leur durée de vie prolongée au motif de la persistance de ces menaces. Le Patriot Act a été prorogé en 2005 puis 2011, permettant d'ailleurs de devenir en fait permanent, je vais revenir, et de pérenniser la plupart des mesures qui avaient au départ un caractère temporaire. Et en France, l'état d'urgence a fait l'objet d'une série de prorogations successives pendant 2 ans, jusqu'à l'adoption, fin 2017, de cette nouvelle loi du 30 octobre 2017, sur laquelle l'on reviendra. Notons un point tout à fait important maintenant. On a cette loi du 30 octobre 2007, mais rien n'empêche de remettre à jour l'état d'urgence si besoin s'en fait sentir. On arriverait à cette situation juridique extraordinairement complexe, d'ailleurs, où le dispositif permanent de la loi du 30 octobre pourrait se combiner avec les dispositifs exceptionnels de la loi d'urgence. Par exemple, les perquisitions retrouvant une nouvelle vie si on remettait en cause, si on remettait en activité la loi de 1955 modifiée. Au regard, alors que faut-il penser de ces mesures d'exception, ce droit d'exception, théoriquement limité dans le temps? Au regard du droit international et du droit européen, l'adoption des mesures d'exception n'est pas en elle-même incompatible avec l'état de droit, et spécialement lorsqu'on regarde le droit européen, mais à de strictes conditions. Et la question a été posée, est-ce que les conditions dans lesquelles l'état d'urgence a été proclamé et maintenu en France, est-ce qu'elles étaient vraiment conformes à ces conditions? Nécessité, je n'y reviens pas faute de temps, nécessité, temporalité, proportionnalité. Ce sont les 3 conditions essentielles posées notamment par la Convention européenne des droits de l'homme. Donc de strictes conditions, très imparfaitement remplies en l'espèce en ce qui concerne la France. D'où du même coup l'intervention notamment des juridictions constitutionnelles qui ont statué sur le problème, et importante aux États-Unis de la Cour suprême qui est venue sanctionner un certain nombre de dérives. Il y a plusieurs décisions importantes de la Cour suprême, je n'y insiste pas. Mais je note quand même que la décision la plus importante, c'est de 2006. La Cour suprême dit, et c'est vraiment essentiel, les lois de la Constitution sont conçues pour rester en vigueur en des circonstances extraordinaires. Donc même quand on est en présence sur des circonstances extraordinaires, la loi et la Constitution restent en vigueur. Donc c'est une dérogation tout à fait temporaire, exceptionnelle. En France, le Conseil constitutionnel, lui aussi, pour le moins nuancé, il n'a pas remis en cause le bien fondé du recours à l'état d'urgence, sa prorogation. Il a censuré quand même prudemment certaines dispositions. Le juge administratif lui-même, le Conseil d'État, est intervenu pour remettre en cause certaines dispositions de l'assignation à résidence, mais tout ça se faisant de manière très très modeste. Vous savez que le débat le plus important, c'est celui qui a porté sur la constitutionnalisation éventuelle de l'état d'urgence. C'était un projet qui avait été lancé, mais qui était finalement abandonné avec l'abandon du projet d'échéance de la nationalité. Alors, le recours à ces mesures d'exception, évidemment, pose un problème, parce que la mesure terroriste étant appelée à durer, ces mesures d'exception tendent à se perpétuer. On risque donc progressivement de glisser, c'est ce qu'on avait alerté, nous, un certain nombre de juristes, immédiatement sur ce point, vers un état d'exception permanent. On avait dit, aucun gouvernement n'osera remettre en cause l'état d'urgence une fois qu'il avait été proclamé. D'emblée, on avait réagi en disant, on va inévitablement vers un état d'exception permanent, et hélas, on ne se trouvait pas. La généralisation et la banalisation de l'état d'exception deviendrait, suivant Agamben, la marque d'une nouvelle gouvernementalité sécuritaire. Il emploie le terme gouvernementalité
Foucault, gouvernementalité sécuritaire qui tendrait à prévaloir dans les pays libres. Mais au-delà de ces mesures d'exception, donc justifiées par la survenue d'attentats d'exceptionnelle gravité, la lutte contre le terrorisme va passer par l'adoption de règles spécifiques. C'est un autre type d'exceptionnalité, peut-être plus grave encore que celle que j'évoquais jusqu'à présent. Lutte contre le terrorisme passant par l'adoption de règles spécifiques, non seulement distinctes du droit commun, il y a le droit de la lutte contre le terrorisme, mais encore dérogeant à certains principes de l'état de droit. Alors, le lien entre les deux sera parfois explicitement fait avec le Patriot Act, et puis progressivement, ce droit d'exception, introduit par les mesures temporaires, deviendra la règle générale. L'idée donc selon laquelle il convenait de réserver un sort particulier aux terroristes s'est imposée progressivement dans tous les pays. Pas tous les pays d'ailleurs, mais la plupart des pays. Le point de départ en France, encore une fois, c'est la loi du 9 septembre 1986. La loi du 9 septembre 1986 est un acte très important, c'est le premier texte spécifique relatif à la lutte contre le terrorisme et aux atteintes à la sûreté de l'État. C'est la première fois qu'on définit la notion de terrorisme, avec d'ailleurs un flou spectaculaire. Donc une définition du terrorisme, un texte applicable au terrorisme, et avec une série de conséquences procédurales qui sont tirées de cette notion. Puis ensuite, la loi du 22 juillet 1992 va insérer les actes de terrorisme dans le nouveau code pénal en faisant des infractions spécifiques. Voilà. Donc la lutte contre le terrorisme justifie un droit spécial distinct du droit commun. Ce droit spécial distinct du droit commun va être donc prolongé par, à la suite des attentats du 11 septembre, les attentats du 11 septembre constituant donc à cet égard un tournant, donc la lutte contre le terrorisme justifiant l'adoption de législation dérogeant de manière permanente à l'état de droit au nom de la sécurité. Ce qui s'est passé avec le Patriot Act en est l'illustration emblématique. Au départ, c'était des mesures d'exception temporaire, prorogées, puis finalement devenues le droit commun, intégrées dans le droit commun. Lorsqu'on regarde les sections importantes du Patriot Act, elles ont été maintenues dans le droit commun et prorogées. Après les attentats du 11 septembre, d'ailleurs, des lois comparables avaient été adoptées dans la plupart des pays libéraux fin 2001. En France, on était en train de discuter doctement sur le projet de loi sur la sécurité quotidienne, puis in extremis, on a rajouté tout un chapitre lutte contre le terrorisme en cours de discussion parlementaire. On était dans le contexte des attentats de 2001. Et puis un nouveau durcissement des législations s'est produit donc à partir de 2013, consécutivement à l'apparition de ce nouveau terrorisme se réclamant de l'État islamique. Et lorsqu'on regarde les textes adoptés dans les différents pays depuis cette date, on trouve les mêmes dispositions essentielles. On pourra en faire la liste: interdiction de sortie du territoire, contrôle des retours, renforcement du dispositif répressif par la création de nouveaux délits, extension des moyens de nos services de renseignement, recours à de nouvelles technologies de surveillance, contrôle des sites internet, etc. etc., etc. Des dispositifs d'ailleurs qui s'est depuis lors renforcé en France par l'intégration dans le droit commun de l'essentiel des mesures dérogatoires qui avaient été adoptées dans le cadre de l'état d'urgence. Je n'ai pas le temps de faire une analyse serrée de la loi du 30 octobre 2017, mais je suppose qu'on la fera au cours de cette journée, mais juste les trois éléments importants de cette loi du 30 octobre: des mesures coercitives préventives, indépendamment de toute commission d'infraction, et à partir de l'idée de dangerosité, visant, théoriquement, on a dit les terroristes, oui, mais je dirais des personnes dont le comportement peut inquiéter les services de renseignement. Je citerai juste la phrase clé de ce texte: toute personne à l'égard desquelles il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité, etc. etc. Voilà. Rien que cette formule-là indique que c'est un champ très très large de personnes qui peuvent être visées par ce dispositif.
Et puis, dernier point essentiel, qui décide de toutes ces mesures? C'est seulement l'autorité administrative, avec une série de garanties qui ont été d'ailleurs introduites partiellement au cours du débat parlementaire, mais c'est vraiment l'autorité administrative, préfet ou ministre de l'Intérieur. Donc c'est une atteinte au principe selon lequel le juge judiciaire est le gardien des libertés individuelles et toute atteinte à ces libertés devant être mise sous son contrôle. Je ne vais pas plus loin parce que je n'ai pas le temps d'insister sur ce dispositif. Loi du 30 octobre 2008. Cette législation antiterroriste, je le répète, c'est un droit d'exception fondé sur la dangerosité supposée des individus. Dangerosité reposant sur un jeu de présomption. Et au nom de cette dangerosité présumée, on va mettre en cause toute une série de droits fondamentaux à la protection de la vie privée, à la liberté de communication, à la liberté de circulation, etc. Et ces règles dérogatoires vont avoir tendance à se diffuser en dehors même du terrorisme. Ça montre que ce droit d'exception tend à se diffuser, par exemple à la criminalité organisée et dans toute une série de domaines plus ou moins éloignés de la question du terrorisme. Et donc du même coup, on voit qu'il faut aller un petit peu plus loin que ces simples mesures d'exception. On voit que la promotion de l'État sécuritaire, c'est mon troisième et dernier point, conduit à une inflexion sans doute plus en profondeur du droit lui-même, au-delà de tout ce que je viens de dire, et peut-être plus gravement encore. Parce que cette raison sécuritaire dont je parlais ne justifie pas seulement le recours à un droit d'exception. Elle va exercer une influence plus générale sur le système juridique lui-même. Cette raison sécuritaire va avoir tendance à infléchir la rationalité même qui était sous-jacente à la construction de l'État de droit. Comment? L'impératif sécuritaire va se traduire d'une part par le renforcement des dispositifs juridiques visant à la protection des personnes et des biens, et par un recours au droit pénal, j'y viens dans un instant, et puis aussi à la surveillance des comportements individuels et collectifs, et là en marge de la conception traditionnelle de l'État de droit. Souci de protection. Parce que la raison sécuritaire va pousser à donner toujours plus d'importance à la répression pénale. Répression pénale qui est conçue dans les sociétés contemporaines comme un moyen privilégié de protection contre l'insécurité liée à cette prolifération de risques de toute nature. Recours à l'arme pénale qui d'ailleurs correspond à une attente de l'opinion. Je vous renvoie aux travaux de Denis Salas qui a bien montré l'existence d'un populisme pénal. Toutes les lois votées durcissant la répression pénale sont souvent en réponse soit à un fait divers qui vient de se produire, soit à une attente de la population. Donc alimentant ce mouvement de pénalisation. Donc, on assiste effectivement à une extension constante du champ de la répression pénale, se traduisant par toute une série de phénomènes, augmentation constante du nombre des infractions, allant jusqu'à punir, on peut en citer même bien des exemples, des comportements déviants ou de simples incivilités qui étaient jusqu'alors tolérés, durcissement des politiques pénales, aggravation des peines encourues, alourdissement des peines, tout ça entraînant l'explosion corrélative de la population carcérale. La situation des prisons françaises est absolument dramatique, on le sait maintenant. Et toutes les mesures prises ne parviennent pas à endiguer cette augmentation de la population pénale. Explosion de la population carcérale, ne parlons pas du contexte américain où là c'est un record absolu. L'enfermement devenant le moyen privilégié de protection contre l'insécurité. Et certains ont pu dire que l'État sécuritaire, c'est de Denis Fassin notamment, l'État sécuritaire c'est essentiellement un État pénal qui va faire un très large usage de l'outil répressif. Je vous renvoie au livre collectif Juger, réprimer, accompagner, essai sur la morale de l'État, le livre de Denis Fassin. Alors, cette place centrale dévolue au dispositif pénal, contrastant avec la conception traditionnelle d'un droit pénal, un droit pénal qui était conçu dans la conception libérale classique, avec un champ d'application très circonscrit, des incriminations définies et des peines mesurées. Ça, c'était le droit pénal classique.
Et on a vu apparaître progressivement un nouveau droit pénal. On a travaillé là-dessus dans une réflexion collective sur le droit pénal postmoderne, avec un droit pénal postmoderne. Effectivement, on assiste, c'est toujours cet impératif sécuritaire conduisant à un infléchissement du droit pénal, notamment le signe le plus typique, c'est par l'accent mis non plus sur la notion de culpabilité, pour être sanctionné pénalement il faut être coupable, mais sur la notion de dangerosité. Et là c'est un basculement copernicien, considérable par son importance. L'objectif étant maintenant, par le droit pénal, de prévenir aussi les comportements à risque. Donc une approche probabiliste, reposant sur un faisceau d'indices. Les individus présumés dangereux, il faut les empêcher à tout prix de commettre potentiellement des infractions. Tout ça reposant sur le droit pénal, reposant sur, New Look je dirais, reposant sur une logique d'anticipation. La réaction pénale s'élargissant de l'infraction commise à l'infraction redoutée. Parce qu'on redoute une commission d'infraction, on va punir. Et évidemment, toute une série de dispositifs vont être adoptés au cours des dernières années, visant à prévenir les récidives par des mesures de suivi socio-judiciaire, par des mesures d'enfermement prises après l'exécution des peines. Je vous renvoie à la fameuse rétention de sûreté, qui en est le signe emblématique. Un véritable droit pénal du danger qui est apparu progressivement. Un droit pénal du danger qui n'a plus rien à voir avec le droit pénal classique relevant de l'état de droit. C'est un droit pénal complètement différent. Donc, changeant même le sens même de la peine. Il ne s'agit plus de punir un acte, il ne s'agit plus de sanctionner une personne, mais de prévenir des risques. Et c'est tout différent, bien sûr. Éliminer les facteurs de risque. Et c'est ça, maintenant, qui est au cœur d'un certain droit pénal. Du même coup, la répression pénale se transformant en moyen de contrôle social, ce qui n'était pas du tout le droit pénal classique. Donc cette stratégie anticipatrice, proactive, prédictive, je dirais, s'étend au-delà même de l'ordre public à l'ensemble des risques. Le fameux principe de précaution, je n'ai pas le temps d'y revenir, sous ses différentes déclinaisons, le principe de précaution est sous-tendu lui aussi par l'idée de sécurité. Et l'État étant amené à utiliser le droit pour éviter, dans un concept d'incertitude scientifique, prévenir des dommages pour les personnes et pour les biens. Donc cette logique sécuritaire va pousser l'État à tenter de prévenir toujours plus en amont les facteurs de risque. Et donc du même coup, un glissement supplémentaire de la notion de protection, on passe tout naturellement à l'idée de surveillance. À l'idée de surveillance qui constitue un défi encore plus redoutable pour l'État de droit. Montons de plus en plus la montée des défis pour l'État de droit. Principe donc de surveillance. Au nom de la sécurité, ont été mis en place des dispositifs de surveillance. Une surveillance de masse, visant à prévenir les atteintes à l'ordre social et politique. Détecter par la collecte systématique et généralisée de données personnelles les individus dangereux, les comportements à risque. La prévention des différentes formes de délinquance, puis la lutte contre le terrorisme, conduisant donc à instaurer une surveillance de masse s'étendant à l'ensemble de la population. Surveillance de masse, donc poussant très loin la logique intrusive. Les sociétés libérales tendant du même coup à devenir des sociétés, comme on l'a dit, François Gros, la forme de François Gros, de traçabilité intégrale, dans laquelle les actions, les comportements, mais aussi les préférences de chacun peuvent être appréhendés. Et du même coup, faisant sauter les barrières qui protégeaient la vie privée. Cela, je l'évoquais dans un article qui va paraître, que devient la vie privée à l'heure numérique. Je travaille beaucoup en ce moment sur la numérisation. Je viens de faire un article sur vie privée et numérisation. L'essor des technologies numériques a effectivement donné à cette logique de surveillance une portée toute nouvelle, parce que ces technologies numériques permettent non seulement de collecter une masse toujours plus importante de données, mais opérer les croisements nécessaires entre ces données pour extraire les informations pertinentes. Les fameux big data vont être utilisés dans tous les domaines de l'économie et de la société, vont être utilisés aussi à des fins sécuritaires, et je dirais plus encore à des fins sécuritaires.
Et on sait bien que les communications électroniques sont échangées par Internet ou par téléphone mobile, sont devenues un des points d'application privilégiés de cette surveillance. Là, le Patriot Act a été très loin et il était très en avance dans cette voie. Au nom de la lutte contre le terrorisme, un système d'interception des données mises en ligne de très grande ampleur avait été mis en place sur la base du Patriot Act. Il a fallu l'affaire Snowden pour que enfin soit adopté le fameux Freedom Act le 2 juin 2015, introduisant certaines limites à cette exploitation, à cette collecte, stockage, exploitation des données personnelles. Des systèmes et des programmes comparables avaient été mis en place sans d'ailleurs qu'on le sache et que ce soit légalisé par le droit en France. Ces programmes existaient en France, parallèlement à ce qui existait aux États-Unis. La loi sur le renseignement du 24 juillet 2015 est venue à la fois légaliser cela et renforcer, étendre les possibilités de recueil des métadonnées auprès des fournisseurs d'accès. En limitant, il faudrait commenter cette loi, je n'ai pas le temps de le faire, je suppose qu'il y a peut-être une communication aujourd'hui sur ce thème. Et la loi du 21 juillet 2016, d'ailleurs, élargissant la capacité de collecte des données de connexion dans le cadre d'enquêtes liées au terrorisme, c'est l'entourage des suspects dont les données peuvent être surveillées et collectées. Donc c'est l'entourage des suspects, c'est plus les suspects eux-mêmes, mais l'entourage des suspects, c'est la loi du 21 juillet 2016. Alors vous me direz, ouais, mais il y a le règlement européen sur la protection des données personnelles du 27 avril 2016, transposé dans tous les pays, mais ce règlement, quelque mérite qu'il ait, ces mérites sont importants, il m'apparaît personnellement de peu de poids pour contrebalancer ce mouvement lourd lié au renseignement. Plus généralement encore, mais Christian pourra en parler sans doute, les technologies numériques offrent la possibilité de concevoir des programmes de sécurisation prédictive capables, par le croisement de données, de prévenir la commission de crimes ou d'infractions. Le programme a été lancé, si je me trompe, en 2007 aux États-Unis pour identifier des terroristes potentiels. Et donc l'espace urbain constituant un lieu privilégié grâce notamment aux caméras de surveillance pour mettre au point ces programmes de sécurisation dits prédictifs utilisant là encore les big data. Mais voilà, je crois que j'ai épuisé mon temps de 45 minutes, donc je vais conclure, pour maintenant, comme toujours, strictement au laps de temps qui m'est imparti, ma conclusion. Elle est nuancée. Parce que ce que je viens de dire, vous va être terrifiant, hein. Peut-être sur un registre, certainement. Je dirais, l'émergence d'un État sécuritaire dans lequel la sécurité est mise au premier rang des préoccupations, ça n'implique pas pour autant la fin de l'État de droit. Heureusement, dans un ensemble de pays, des garde-fous existent. Pas dans tous, mais dans un ensemble de pays avec ce règlement du libéralisme, des garde-fous existent. Je parlais du contrôle exercé par les juridictions constitutionnelles sur les mesures d'exception, ça en était le témoignage. Donc des garde-fous existent. L'État sécuritaire peut ainsi se déployer dans le cadre et en respectant au moins formellement, pour l'essentiel, les déterminations de l'État de droit. Donc, non pas c'est la fin de l'État de droit, c'est évidemment stupide de le penser. Même l'état d'exception permanent, ce n'est pas la fin de l'état de droit. Néanmoins, le développement d'un droit d'exception, et au-delà de l'inflexion de la normativité juridique, notamment le droit pénal que j'évoquais tout à l'heure, le développement d'une surveillance de masse, ça atteste, à mon sens, qu'un nouvel équilibre entre liberté et sécurité tente à se dessiner même dans les pays libéraux. Et cet équilibre-là modifie incontestablement la conception de l'état de droit, la conception classique qu'on avait de l'état de droit. Tout le problème, c'est de savoir si cet équilibre actuel est durable, si le primat donné à la sécurité ne continuera pas à cheminer, et cette fois-ci en sapant à terme les fondations mêmes de l'état de droit. N'excluons pas ce scénario, qui est à l'œuvre dans certains pays, comme la Turquie, pour ne pas la citer, et peut-être dans certains pays comme la Hongrie et la Pologne. Le recul de l'état de droit, globalement, qui se produit dans un certain nombre de pays européens, montre que cet équilibre reste extrêmement fragile, et doit être en permanence consolidé.
Est-ce que ces dérives pourront être stoppées? Est-ce que cet équilibre pourra être consolidé? Je n'en sais rien. Donc soyons méfiants et prudents pour l'avenir. Merci beaucoup Jacques pour cette très très belle ouverture qui ouvre nombre de pistes que nous travaillons les uns et les autres depuis pas mal de temps en fait. Et je suis très heureux que les étudiants puissent entendre ceci, outre la richesse. C'est la première remarque avant d'ouvrir un débat d'une vingtaine de minutes. Je pense que nous avons changé de langage. Et je suis très frappé par la naturalisation de choses qui étaient exceptionnelles. Même Ulrich Beck ou Foucault expliquant qu'il ne fallait pas trop prendre les choses à la lettre. Et pourtant, maintenant, ça devient naturel de parler de dangerosité. Des choses qu'on retrouve dans la criminologie fin du 19e siècle, anthropomorphisme. Donc, la naturalisation et l'intégration de ce discours-là dans les pratiques professionnelles, administratives. Alors la question qui se... Bon, ça c'est la première remarque. La deuxième remarque, qui est un enjeu absolument fondamental, je ne sais pas où on en est en France, mais c'est la nécessité impérieuse d'investir ces champs de surveillance studies, de policing, la sécurité devenant un enjeu politique, presque l'ADN du politique, du populisme et de cette capacité à protéger devenant une rhétorique très puissante, une dramaturgie que les hommes politiques intègrent, faute de maîtrise sur l'économique, faute de maîtrise sur le social. On voit bien que des carrières politiques se construisent aujourd'hui sur cette thématique, alimentent les polarisations sur les réseaux numériques, l'affaire Benalla. On voit qu'on est quand même à la frontière de quelque chose qui a basculé dans une hystérie collective. Donc ça, c'est le deuxième point qui nécessite une approche transdisciplinaire impérative, hein, droit, sciences sociales, effectivité du droit, ineffectivité du droit. Et troisième remarque, la question est de savoir si ça reste un langage ou la réalité de ce langage de l'État sécuritaire. Alors État sécuritaire, oui, État qui est censé nous sécuriser. Est-il en mesure de le faire? Et la question qui se pose, c'est par rapport à tout ce que tu expliques, quel est l'impact de tout ça sur le travail policier, le travail judiciaire, et notamment le stress, ce que cette exception va créer comme effet pervers on le voit dans les quartiers, dans les pratiques de police de proximité, c'est-à-dire cette exception au quotidien dans les pratiques policières et judiciaires et dans la formation de ces gens-là, puisqu'on leur dit qu'il faut être méchant, qu'il faut être agressif, qu'il faut... Et les États sont-ils capables de faire ça? La justice prédictive ou la police prédictive, qu'est-ce que c'est aujourd'hui en France? Le ministère de l'Intérieur, c'est rien. C'est un département, je crois, au nord de la France, où on essaie de prévoir de la délinquance. Empiriquement, je pense qu'on a aussi à regarder les effets pervers de tous ces discours sur les pratiques professionnelles. Donc moi, j'invite les étudiants à s'emparer de ces objets qui sont des objets absolument fascinants et qui changent complètement l'action publique dans ce domaine. Sur la radicalisation, on en parlera dans l'atelier de Laure. Quand on aura l'action publique au concret, c'est du délire organisationnel. C'est-à-dire que personne ne sait de quoi on parle. Et pourtant, ça emploie beaucoup de personnes, ça crée beaucoup de peur. Moi, c'est un peu ce décrochage qui m'inquiète, au-delà de la réalité de la sécurisation de nos vies. Mais je laisse la parole à... Donc merci encore pour ouvrir ce débat. Juste une remarque complémentaire. Ce qui m'a frappé au cours de ces derniers mois et années, c'est le faible poids de la parole des juristes par rapport à ça. Parce que quand même, au moment où l'état d'exception, au moment où l'état d'urgence a été proclamé puis prorogé, nous sommes tout un groupe de juristes à avoir tout de suite réagi en disant on va vers un état d'exception permanent. On a fait un texte qui a été signé par de grands juristes. Mireille Delmas-Marty a fait parallèlement, d'ailleurs, qui a signé le texte, bien évidemment, a fait un texte sur la surveillance de masse, etc. Pas d'impact réel, aucune réaction réelle. La loi du 30 octobre 2017, là, on a été encore plus loin. On a lancé
une pétition de 500 juristes et spécialistes de sciences sociales, qui s'est étendue assez largement au milieu des sciences sociales. Et 500 juristes de toute tendance, de droite ou de gauche, c'était même pas un clivage politique. Et donc 500 personnes, texte qui a été publié dans les grands journaux, etc., aucune réaction. Aucune réaction. On a l'impression que ce que les juristes disent, en démontrant, on a démonté scrupuleusement les différents dispositifs prévus par la loi d'octobre 2017. Bon, ce démontage par des spécialistes de la question a été complètement inefficace. C'est ça qui est quand même, par rapport à ce que tu disais sur les discours, on a l'impression que alors, ça fait réfléchir sur le poids des juristes dans la vie politique et dans la vie sociale. La parole des juristes, André-Jean Arnaud a parlé de juristes prophètes et juristes mandarins, ça remonte très loin. Maintenant, la parole du juriste, elle est assez dévalorisée, discréditée, etc. Bon, comment se faire entendre, comment faire entendre la parole du droit ou du droit classique? On a beaucoup de difficultés à le faire par rapport à ce que tu disais, ce discours politique omniprésent et qui embraye avec certaines peurs sociales. C'est vrai que ces peurs sociales, immédiatement, sont reprises par le politique en disant une nouvelle entorse à l'état de droit. Il y a une dynamique perverse et vraiment redoutable et qu'on n'arrive plus à arrêter. On a l'impression d'une machine folle qui continue. On espère toujours qu'il n'y aura pas de nouvel attentat terroriste important, parce qu'autrement on aurait un nouveau durcissement de la législation et peut-être le retour à l'état d'urgence parallèlement à l'état d'exception durable. Voilà, donc moi ça m'a frappé, ça, ce faible poids qu'on peut avoir en tant que juriste. Même les choses qui ont été entendues par les commissions des lois des assemblées et qui ont porté notre parole collective, c'était vraiment une parole collective. Aucun impact. Il y a un désintérêt par rapport alors, il y a eu quand même, sur la loi d'octobre, je pensais à une réunion qui a eu lieu la semaine dernière avec le responsable de l'UCLAT, une unité de lutte contre le terrorisme, disant, mais suite à certains amendements qui ont été votés au Parlement, ça a finalement paralysé l'action des services antiterroristes, par exemple. Vous savez que les anciennes perquisitions au titre de la loi d'urgence ont été remplacées par les visites. Or, ces dispositifs, il faut que le procureur de la République soit préalablement informé, il faut une ordonnance motivée du JLD, et le responsable du CAD a dit, bon, c'est trop compliqué, donc maintenant nos services préfèrent ne plus faire de visite domiciliaire parce que c'est trop compliqué, trop formaliste juridiquement. Alors, ce qui prouve que quand même certaines garanties juridiques ont quand même été introduites et permettant quand même d'avoir enlevé un peu de venin à ce dispositif. Bon. Merci Jacques Chalet pour votre présentation. Une petite remarque. Je suis absolument d'accord avec vous quand vous parlez d'état sécuritaire, des droits d'exception dans le sein des droits pénals de l'ennemi, des besoins que Foucault a souligné de la nécessité de sécurité pour que les marchés fonctionnent. De toute façon, je crois que dans ce moment, nous vivons une double logique de l'exception. Parce qu'en effet, il y a une autre exception. Bon, une ne va pas sans l'autre. C'est l'exception à propos de l'état social. C'est l'exception à propos des droits créances, des droits sociaux. Et très intéressant à ces propos, c'est de dire que l'exception ici ne nécessite pas de sécurité, mais d'insécurité. Parce que c'est la logique des marchés, c'est la flexibilité, c'est bien sûr le père de l'incertitude dans le futur que devient la logique, devient la façon comme la logique des marchés devient source de droit, une nouvelle raison juridique. Bon, et à ce propos, il y a beaucoup d'exemples. Les réformes du Code du travail, les questions associées
à système national de santé, d'enseignes publiques, je crois. Bon. Et une autre chose, un autre exemple, dans cette autre logique d'exception à propos d'État social, je crois qu'il faut remplacer Foucault par Deleuze. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas nécessaire la surveillance sur les gens, mais les contrôles, la expectative de l'incertitude comme forme de régulation du social. Merci. C'est à moi. Ouais. J'avais un peu... ce qui me manquait un peu dans l'introduction ici, c'était la question politique. Parce que la vision, et je pense que vous êtes professeur de droit, donc c'est normal, mais la concession de l'État et la question de l'exception, pour moi, c'est une question très politique et le contenu est très lié avec les luttes sociales. Si vous avez la conception de l'exception dans le travail de Carl Schmitt, par exemple, elle est clairement un développement de la République de Weimar et comme une réponse à la naissance de l'Union soviétique, la lutte sociale. Et comme ça, c'est une réponse réactionnaire contre une éruption sociale qui demande la souveraineté d'un leader pour rétablir l'ordre constitutionnel en premier cas et après la dictature pour protéger les intérêts de l'élite. Donc c'est toujours une question d'élite et de lutte populaire qui est dans le propre cas de l'exception et la question d'État. Et ça, c'est ce qui manquait un peu dans la question de sécurité et l'État sécuritaire aujourd'hui. Parce que la réponse d'État sécuritaire, c'est toujours une réponse de dépolitisation. C'est la transformation des problèmes politiques en problèmes pénals ou sécuritaires. Donc ça veut dire qu'on retire la possibilité de débat ou de choc d'idées comme une question de délinquance. Le cas du terrorisme, c'est très clair, hein, parce que les terroristes, en effet, ça c'est une réponse d'aliénation sociale, des grands problèmes de la France, le racisme, le colonialisme, l'inégalité, qui sont très forts en France. Et c'est ça exactement qui a besoin de manières politiques ou dépolitisées de venir à la surface. Et en ce cas-ci, le terrorisme, c'est un problème très clair politique en ce cas. Donc c'est un problème politique non résolu, qui est maintenant résolu par les élites avec un État sécuritaire. Et je pense que pour avoir une réponse émancipatoire qui est possible, faire une réponse à ces problèmes, on doit exactement politiser le propre état de sécurité. Oui, sur ce point-là, je ne vous suivrai pas complètement. C'est la problématique de Agamben. Est-ce que ce que l'État sécuritaire, ça entraîne la dépolitisation? Je dirais plutôt le contraire, une certaine forme de politisation, c'est-à-dire une mobilisation auprès des gouvernants et activer la fibre sécuritaire pour renforcer le consensus autour des gouvernants. Et puis la montée en force de partis d'extrême droite montre aussi que ça entraîne une politisation réactive. Mettre en avant le thème de la sécurité, c'est à la fois renforcer le consensus auprès des gouvernants et renforcer aussi la logique aliénine, puisque vous avez cité Carl Schmitt, contre les réfugiés, contre les immigrés, etc. etc. Donc c'est aussi une politisation réactive. Donc moi je ne dirais pas que l'État sécuritaire, c'est une dépolitisation des citoyens. Les citoyens s'en remettant à l'État de la question de la sécurité. Il y a à la fois mobilisation autour des gouvernants et en même temps une politisation réactive contre un ennemi.
potentiels, l'immigré, le réfugié qui vient s'installer dans notre pays, etc. Donc je dirais que c'est une exacerbation politisée, je dirais. Donc je ne partage pas cette idée d'État sécuritaire et d'égale dépolitisation. C'est une forme de dépolitisation, mais dire qu'on s'en remet à l'État, on a confiance en l'État, puis on abdique toute responsabilité, je dirais que c'est plutôt le contraire. Enfin, c'est une question d'interprétation, et les choses ne sont pas incompatibles d'ailleurs. Hein. Il y a une dépolitisation par un côté, une repolitisation, une surpolitisation par l'autre. Mais c'est seulement une dépolitisation dans l'État. Donc la politisation, c'est seulement avec l'autre. Donc c'est une forme, on dirait ça à notre école à Coimbra, une ligne abyssale qui est créée. Et on va seulement sécuriser, on va dépolitiser ceux qui sont vus comme les civilisés, qui sont à nous, mais tout le reste qui est à l'autre côté de la mer, on peut dire, qui est même pas déterminé comme possible humain. C'est ça. Donc c'est pas une politisation parce que l'autre n'est même pas un humain. Il est seulement retiré du panorama possible. Merci. Je ne suis pas juriste, je suis anthropologue de terrain vivant en Afrique. Je suis venu parce que j'observe sur le terrain quelque chose qui est intriguant. On parle d'état sécuritaire, état de droit. En Afrique, l'état de droit n'existe pas toujours. L'état sécuritaire aussi n'existe pas toujours. Faut-il s'inquiéter? Et lorsque la population s'organise pour jouer le rôle de l'état de droit, l'état sécuritaire, elle n'arrive pas à le faire toujours. Voilà le problème que nous avons, pour ne pas perdre le temps, parce que celui qui ne parle ne voit pas passer le temps. Merci. Je pense que ça n'a pas de réponse particulière, je partage tout à fait votre point de vue. Que les fonctions sécuritaires dans bien des Africains ne sont même pas assurées, donc on fait appel à des groupes privés de sécurité, compte tenu de cette déficience de l'État en ce qui concerne sa mission essentielle. Donc, même les missions de sécurité essentielles, un certain nombre d'États africains ne sont pas capables de les assurer réellement. Quant à l'État de droit, on sait bien, le système de l'État de droit implique une chose, c'est l'existence d'une justice indépendante pour sanctionner éventuellement les dérives possibles des gouvernants par rapport à certaines exigences juridiques. Or, la justice indépendante dans un certain nombre de pays africains n'existe pas non plus. Donc, ce que vous dites est évidemment tout à fait pertinent. Christian Moina, ou Laure ou Christian. Merci Jacques pour cet éclaircissement, cette remise en perspective. J'aurais plein de commentaires, mais je ne vais pas mobiliser le temps. Peut-être sur un des points qui, je pense, peut intéresser tout le monde ici, sur le faible impact de la mobilisation des juristes, mais on pourrait faire le même raisonnement de d'autres types de chercheurs qui apportent des résultats, on est invité effectivement à l'Assemblée nationale, présenter des choses, etc. Puis on voit que ça a du mal à prendre. Parfois, ça prend un petit peu. Est-ce que, et c'est l'exemple Trump qui illustre ça peut-être le mieux, est-ce qu'on n'est pas passé dans une ère non pas post-moderne, mais post-vérité, où finalement, ce qui va compter n'est plus tellement la réalité des choses, mais le discours. Et pour prolonger ça, est-ce que le droit n'est pas devenu, pour une partie des gouvernants, une espèce de discours déconnecté des principes fondamentaux et de tout ce qui fait l'essence du droit, de la construction juridique? Est-ce qu'on n'est pas passé à
un droit post-droit en quelque sorte, comme on passe, on voit tout le jeu de Trump avec la vérité, on voit tout l'aspect communication, on n'est même plus dans l'agir communicationnel, on est vraiment dans la communication pour la communication, ce qui est intéressant, faut lire Hartmut Rosa sur l'accélération, on voit bien comment on est il faut être le premier à parler, peu importe que ce soit vrai ou pas, on a cette espèce de course médiatique, etc., qu'on connaît bien, mais dont on commence à entrevoir les effets à travers des spécialistes. Je pense que Trump est quand même le meilleur exemple. Hein. Il faut occuper l'espace, peu importe qu'on dise la vérité ou pas, et donc le droit devient, comme d'autres types de vérité, d'autres types de rationalité, quelque chose de complètement secondaire. Je ne sais pas ce que tu penses de ça. Oui, mais c'est d'autant plus surprenant que la classe politique, avec des guillemets, la classe politique française est quand même très largement imprégnée par la haute fonction publique, et notamment par le Conseil d'État, tout simplement. Alors c'est quand même très très surprenant que des membres du Conseil, que le Premier ministre actuel ou que le chef des Républicains actuels sont membres du Conseil d'État. Il y a quand même une présence tellement forte, tellement écrasante du Conseil d'État dans tous les rouages de l'État, les rouages juridiques bien sûr, mais rouages politiques aussi. La véritable question, c'est ces juristes du Conseil d'État, comment vivent-ils cela? Alors, ils vivent cela de manière assez contradictoire. Jean-Marc Sauvé, puisqu'il n'est plus vice-président du Conseil d'État, était l'illustration même de ce caractère un petit peu schizophrénique que les membres du Conseil d'État ont par rapport au droit. Parce que normalement, on multiplie les recours tous azimuts devant le Conseil constitutionnel. Maintenant, la QPC est systématiquement utilisée par l'ensemble des ONG et des groupes mobilisés. On utilise la QPC systématiquement en espérant qu'enfin le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État, puisque comme centre de filtrage, réagiront positivement à ça. Et donc effectivement, ce caractère un petit peu schizophrénique de la très haute fonction publique, fortement marqué par le droit, est quand même intéressant à observer. Et Jean-Marc Sauvé était l'illustration emblématique de ce caractère schizophrénique. Il pouvait tenir des discours complètement contradictoires. Lui-même avait eu des pratiques et des comportements tout à fait estimables au regard de la protection des libertés, mais cautionnant parallèlement une série de choses. Et c'est ça, cette compétition très particulière de la classe politique française par rapport au droit est quand même surprenante et pose une série de questions intéressantes, à mon avis, qu'il faudrait un peu plus creuser. On est en train, je suis une parenthèse, ça n'a rien, si, ça a quelque chose à voir, on est en train de préparer un contre-manuel des grands arrêts politiques de la juridiction administrative. Voilà. On est en train de montrer comment une série de décisions rendues par le Conseil d'État au contentieux sont fortement empreintes de la politique et comment le Conseil d'État réagit au contentieux, au contexte politique. Mais quand même, je trouve que ça, c'est une question qui me paraît intéressante. Il faudrait peut-être presque psychanalyser certains membres importants du Conseil d'État, et genre, je pourrais citer des noms, qui ont intériorisé ces différentes contradictions. Par exemple, quelqu'un que j'ai en grande estime, Christian Vigouroux, qui est quelqu'un vraiment de très très estimable. Il a participé au colloque, d'ailleurs nous avons publié, c'est un colloque tenu à Paris 1, le droit et la lutte contre le terrorisme, il a participé. Donc, comment il essaie de concilier certaines convictions très fortes qu'il a et le fait qu'il faut quand même admettre certaines dérives par rapport à l'état de droit. Ils sont eux-mêmes dans des positions un peu embarrassées souvent. Mais juste un mot, parce que l'intervention a été tout à fait opportune. J'avais envie justement de te demander de revenir aussi sur ce qui était dans l'intervention de Jérôme. Parce qu'au-delà de la question de la schizophrénie de la haute fonction publique et notamment des conseillers d'État, moi ce qui m'interpelle, c'est le fait de réduire la question du droit à un discours de pouvoir, discours en plus d'une structure schizophrénique politique. C'est en amont cette question de dire le droit est de plus en plus, bon ben voilà, un acte de langage, d'un discours, et puis de toute façon, d'accord, il dérive, comme tu viens de le dire, mais l'administration, les exécutants, les agents sur le terrain ne peuvent pas suivre. Donc par exemple, on a en effet un droit qu'on connaît,
pénal des étrangers. On sait très bien qu'il ne s'applique pas, qu'il n'a pas vocation. Sa vocation première, comme l'a très bien dit Daniel Lochak, c'est de stigmatiser plus que de réprimer. Toi-même, tu dis, mais ces contrôles, ces surveillances ne peuvent pas être mises en œuvre, je sais pas, la police est complètement débordée. Donc là, il y a quand même, au-delà des conseillers d'État, quand même quelque chose qui est dit, qui minimise, je sais pas, qui me semble appeler une autre réponse sur qu'est-ce que le droit. Voilà. Et enfin, en tout cas, dans la table ronde aussi, j'espère que... non, j'ai pas fini. Sur la question, tu as pointé une dimension de l'État sécuritaire qui est donc évidemment la redéfinition de la relation liberté-sécurité, une remise en cause de cet équilibre. Il y a aussi un autre effet, un autre impact qui est de nature institutionnelle, ça tu ne l'as pas développé, et ça rejoint une de mes inquiétudes majeures, c'est dans cet état sécuritaire, avec ce dévoiement de l'état de droit, que devient la fonction même de justice, en fait. Moi, j'ai l'impression, par exemple, le droit des étrangers en est déjà une très belle illustration, je trouve, qu'on a une sorte, j'ose pas le dire comme ça, mais presque, d'administrativisation de la justice, de formes de justice qui sont de plus en plus coincées dans des procédures d'urgence et dans laquelle de plus en plus le juge devient un auxiliaire de l'administration, qu'il soit judiciaire ou qu'il soit administratif. Quant au Conseil constitutionnel, arrêtons de dire qu'il est devenu une cour à part entière, il est consternant de modestie. Donc, moi, ce qui m'interpelle beaucoup, et je le dis en sachant que j'ai Jacques Comaille derrière moi, et qu'il a beaucoup de choses à dire sur l'institution judiciaire et sur le travail de la justice, mais ce qui me préoccupe, justement, c'est l'impact sur l'institution judiciaire ou l'institution justice que tu as quand même convoqué comme un possible contre-fou. Et enfin, en dernier lieu, mais j'espère que la table ronde va lui offrir totalement la possibilité de s'exprimer, cette idée soulevée par Casimiro Ferreira d'un paradigme de l'insécurité ou de l'insécurité comme paradigme de gouvernement, je trouve ça absolument fondamental. Je peux prolonger, parce que c'est pour rebondir sur l'œuvre. D'abord, merci Jacques pour cet exposé introductif à nouveau remarquable, qui, à mon avis, cadre très très bien les débats à venir. Juste pour rebondir sur cette question du poids, de l'influence des juristes, ça renvoie aussi à la configuration du champ du pouvoir. Il faut raisonner peut-être effectivement que les juristes, et y compris les plus éminents d'entre eux, que ce soit au Conseil constitutionnel, au Conseil d'État, ou les grands juristes des grandes universités parisiennes, perdent peut-être effectivement de l'influence. C'est lié aussi à une conjoncture qui a son histoire, et il faut réinscrire dans le champ du pouvoir. Un énoncé performatif quel qu'il soit, donc une pétition d'universitaire par exemple, ne vaut que ce que vaut le poids, l'autorité de ceux qui l'apportent, des locuteurs. Donc raisonner en termes de champ du pouvoir, ça permet aussi de mieux comprendre tout ça. Et ce que ça nous dit aussi, c'est la nécessité impérieuse de défendre l'université, et sa conception aussi donc de la vérité, et de faire en sorte que l'autorité universitaire soit respectée jusque dans les plus hautes sphères du pouvoir. Oui, deux remarques, mais qui valent au-delà aussi de ta présentation, cher Jacques. Deux remarques. Une sur, je suis très sensible à l'intervention de Casimiro Ferreira, parce que je crois que là on est dans le problème un peu de la définition de la problématique de ces journées. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait de la relation entre État sécuritaire, État de droit, État social.
Et est-ce qu'il y a un rapport précisément entre tout ce que tu as traité magistralement sur la question de la sécurité et la question de l'État social et de l'affaiblissement de l'État social et des droits, par conséquent, qui découlent de cet État social. J'ai l'impression qu'il y a là, on est sur un enjeu important par rapport aux réflexions de ces journées. C'est ma première remarque. Ma deuxième remarque sur les juristes aussi, enfin là j'essaie de ne pas être trop sociologue, mais je veux dire que là, on est sur un problème, le fait que les juristes ne soient pas entendus dans cette affaire, je pense qu'on est sur un problème plus général, qui est la remise en cause, en quelque sorte, que le droit est à la fois une pratique et une science, et que d'une certaine façon, les juristes peuvent énoncer la vérité. Et je crois que c'est quelque chose qui est de plus en plus discuté, et ce qui m'est venu à l'esprit quand tu m'as parlé de la non-réceptivité, si tu veux, de la déposition qu'avaient prise les juristes sur le problème de l'état d'exception, c'est que je pensais aussi aux juristes qui ont pris position, aux centaines de juristes qui ont pris position contre le mariage pour tous et contre la reconnaissance de l'homoparentalité. Et donc, je crois qu'il y a une sorte de remise en cause là de l'idée que la compétence du juriste lui permet aussi d'énoncer la vérité sur des questions politiques. Merci beaucoup, Jacob. Nous allons malheureusement, c'est tout ça avec un exercice de frustration, nous continuons après une pause de 15 minutes maximum, me dit-on. Le contrôle policier me demande de vous demander de vous autocontrôler 15 minutes et nous rejoindrons les ateliers dans la foulée. Merci, à tout à l'heure. Ah,